Pam pam pa pa pam pam pa pa pam pam pa pa pam pam pa pam ta 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 pa pa pam pam pa pa pam pam pa pa pam pam ta 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 pa pa pam pam pa pa pam pam pa pa pam pam. C'était cool, Magnus. Mais arrête-toi là. C'était un vrai massacre. Non, mais je peux vraiment faire mieux, tu sais, je peux reprendre et vraiment améliorer le truc et que ce soit vivant et que... Négatif. Arrête de perdre du temps. Tu vas bientôt travailler pour la GA. Allez, passe à l'intro. Bonjour, bonsoir, tout dépend, tout selon. Il est 4h34 du matin et bienvenue pour cette seconde revue d'un épisode de la 8e saison de Game of Thrones, juste après l'avoir vu. Je suis Magnus, moi, humain émérite, et le son est toujours aussi dégueulasse parce que je suis dans un hôtel durant la Gamer Assembly. Et donc maintenant, passons à la revue de cet épisode, avec des spoils, parce que nous verrons l'épisode point à point. Donc, cet épisode commence immédiatement avec le procès, on va mettre des guillemets, mais c'est en fait vraiment une sorte de procès, de Jaime Lannister avec tous les gens de Winterfell, puisqu'ils ont à peu près tous quelque chose à lui reprocher, excepté Tyrion et Brienne. Donc Daenerys, aka la Khaleesi, est la première à parler avec son ton posé et sa sagesse légendaire et reconnue de tous. Ouais, salut les gars, j'ai une histoire pour vous. Quand on était jeunes avec mon frère, on se racontait cette histoire sur le gars, tu sais, le type qui a trahi notre père et qui l'a tué, tu vois, le Kingslayer. Et nous, parce qu'on n'était pas des psychopathes, tu vois, gars, on se demandait comment est-ce qu'on allait le choper et le tuer. Et puis là, bah, t'es juste en face de nous, en fait. Quelle coïncidence! What a coïncidence! En fait, cela n'a rien d'une coïncidence. J'ai dit que je venais dans le Nord avec les armées de ma sœur. Et je suis venu dans le Nord pour défendre les vivants, tout simplement. Ouais, mais alors, tu trouves ça funny, guy, mais t'as dit que tu venais d'une armée et je ne vois qu'une seule main. Oh mon Dieu, mais que je suis trop rigolote. Quelle punchline! Que je suis la meilleure dirigeante du monde. Oui, alors, loin l'idée pour moi de faire un concours de peine, mais moi, Lady Sansa Stark, je tiens à dire que ma famille aussi a souffert de vos actes, monsieur Jaime. Enfin, je veux dire, vous avez un peu attaqué mon père à la sortie d'un bordel, vous avez ensuite fait la guerre contre mes frères, très franchement, vous avez été très très méchants, et je tiens à dire que moi aussi, ma famille a beaucoup souffert. Ouais, mais no worries, girl. Enfin, je veux dire, c'est un peu ma famille qui a le plus souffert quand même. Ouais, mais la mienne a quand même pas mal souffert tout de même. Enfin, je veux dire, la souffrance, ça compte quand même dans le Nord. Non, mais girl, c'est moi la meilleure, ok, c'est moi la plus grosse victime ici. Excusez-moi, mais je pensais que vous étiez une reine. Question idiote, mais c'est vraiment un concours de victimes ou... On était en guerre et j'ai protégé ma famille et moi, sœur Jaime, si je devais le refaire, je le referais en fait. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez intéressant parce que en fait, Bran va rajouter effectivement que c'est plus pour l'amour que pour sa famille qu'il a fait ça, mais surtout, Brienne va le sauver. Et en fait, Brienne va vraiment dire que c'était un homme noble puisqu'il lui a sauvé la vie, qu'il a agi pour de nobles raisons. Elle sait pourquoi est-ce qu'il a tué le Kingslayer, parce que effectivement, le Kingslayer s'apprêtait à brûler des millions et des millions de gens et elle se porte garante. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est là où on voit aussi la différence entre Sansa et Madame Daenerys, la Khaleesi, hashtag j'ai des dragons et je suis complètement folle. En fait, c'est que elle tient compte de ce que lui disent ses subordonnés et l'honneur ou les paroles données, ainsi reconnaître quand c'est quelqu'un qui y croit profondément ou pas. En règle générale, après tout ce qu'elle a vécu, tu me diras, c'est un peu normal. Donc du coup, effectivement, elle va faire confiance au jugement de Brienne. Et pour ce qui est de Jon Snow, qui était aussi là en mode un peu en retrait, après ce qu'il a appris sur sa copine, bon, en fait, lui, il est juste en mode, mais on a besoin du plus d'hommes possible. Alors c'est pas un type, il l'a déjà montré par ses actes, qui va par idéologie tuer des gens au moment où il a besoin de plus d'hommes. Il a déjà fait avec les Wildings, donc du coup,
ça correspond vraiment à son personnage, et c'est lui qui a l'attitude la plus sage depuis le début. Ça lui a déjà valu de mourir, ok, mais à ce moment-là, c'est lui qui a l'attitude la plus sage, comme d'habitude. Après, du coup, ce petit conseil où elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, clairement, ça se voit, hein, que Daenerys voulait décapiter Jaime avant de commencer le combat, c'est complètement stupide. Donc elle accuse Tyrion, qui est son frère, d'être soit un traître, soit un idiot. Et du coup, elle s'en va en mal. Je suis énervé. Ce qui est pas très mature de sa part, mais on y reviendra dessus. Donc, nous enchaînons par la suite sur une séquence entre le bâtard de forgeron et Arya Stark. Et en fait, pendant qu'il est en train de ranger les armes, elle lui pose des questions sur l'armée des morts qu'il a déjà croisée, / combattue. Et à ce moment-là, il donne pas beaucoup de précision, et elle veut pousser pour avoir plus de précision, et donc il essaie de sortir un truc genre très sombre, comme difference is death. Et lui, il connaît pas encore le multiface god passé de Arya, donc Arya lui répond très simplement I know death, it has multiface. Et effectivement, elle lance des couteaux à ce moment-là, genre à 10 mètres de distance dans la cour, et ils tombent tous les uns à côté des autres, et le type il sourit, il est en mode chill quoi. That's my girl. Il en peut plus, il voit quelqu'un qui sait utiliser les armes qu'il forge. C'était des couteaux effectivement en verre de... c'est en verre de glace là, pour taper les marcheurs blancs. Et après cela s'enchaînent 2 séquences avec Sir Jaime Lannister. C'est un épisode qui est pas mal tourné autour de lui, vraiment. Donc la première séquence, c'est il va voir Bran sous l'arbre des anciens, là, et effectivement il demande pourquoi est-ce que vous m'avez pas enfoncé, et l'autre tu réponds mais ça aurait servi à quoi? Il dit je suis désolé, l'autre tu dis à ce moment-là vous ne l'y étiez pas, mais c'est ce moment-là que nous êtes définis en fait quelque part, et c'est complètement vrai. Et il demande, du coup, effectivement, dans le questionnement, on dit vraiment ça. La question, c'était pourquoi est-ce que vous n'avez pas balancé? Le gars dit, mais si t'es mort, tu peux pas combattre. Et ça se termine un peu sur le mode Bran qui est un peu négatif, on va dire là. C'est effectivement, du coup, à la fin du combat, vous allez faire quoi? Et Bran qui répond, mais qui dit que tu vas survivre à la fin du combat en fait, qu'il y aura un après. C'est vraiment c'était général déjà dans la saison d'avant, que trois yeux, corbeau à 3 yeux, mais ça se voit encore plus là, le mode Bran qui est en mode je suis souffrance. C'est vraiment très très drôle. Et la seconde séquence, c'est quand Jaime parcourt les murs de Winterfell avec Tyrion, et c'est assez intéressant parce qu'on revoit l'amitié et la fraternité entre les deux, et comment est-ce que Tyrion est pas dupe sur Jaime, parce qu'il sait très bien que Jaime savait que sa sœur était horrible, mais il l'aimait quand même, et quelque part il le juge pas, hein. Tyrion ne juge pas, c'est pas un type qui juge son frère, et c'est assez intéressant effectivement, c'est comment est-ce qu'il raconte leur arrivée ici, ce que les plans de mort qu'avait pensé Tyrion à 80 ans, avec son pénis dans la bouche d'une prostituée, avec une gorgée de vin dans son gosier, très élégant. Mais oui, ça permet de remontrer cette amitié, ces liens entre ces deux personnages-là, et comme pas mal d'éléments dans cet épisode, c'est plus un épisode pour poser les bases comme le précédent, mais c'est plus un épisode pour clôturer des histoires ou clôturer des sentiments ou être en feel good, pour des moments feel good avant la bataille. Donc oui, parce que clairement à ce moment-là on se pose quand même des questions sur comment est-ce que la bataille va se dérouler. C'est un truc épique, est-ce qu'ils vont couper la bataille en deux? Les réponses seront données après. Le dernier petit truc drôle sur cette séquence, c'est quand Tyrion s'imagine ensuite en mort marchant dans l'armée des marcheurs blancs qui irait écorcher Cersei. Voilà, c'est une petite image rigolote à avoir en tête, ou un spoil, on ne sait pas. Et comme nous parlons de Tyrion, s'enchaîne une séquence où Daenerys parle avec Jorah Mormont, son conseiller de toujours, sur le cas de Tyrion, quoi, en disant qu'il est stupide, qu'il a fait des erreurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Jorah, lui, il défend Tyrion. Donc Jorah, en fait, pas mal de gens dans l'entourage de Daenerys sont plus froids, plus calmes et plus posés qu'elle. Effectivement, elle a vraiment le souffle du dragon, mais elle n'a aucune jugeote. Elle est vraiment une impulsion pure.
C'est par rapport à des personnages comme Sansa ou Arya, ou même Jon Snow, elle n'est pour l'instant pas à la hauteur des événements. Et effectivement, Jorah explique, oui, il fait des erreurs, mais il apprend de ses erreurs, et c'est ça qui le rend plus fort. Et elle s'attendait que Jorah enfonce Tyrion pour aller dans son sens, mais surtout aussi parce que Tyrion a supplanté Jorah. Et Monsieur Mormont a dit non, mais enfin voilà, c'est le meilleur. Et l'intelligence est sa meilleure arme, et oui, il faut qu'il reste là parce que c'est lui qui est le meilleur dans ce domaine. Qui est un personnage qui est en quête de rédemption avec Daenerys depuis le début quasiment. Jorah Mormont au départ, c'était pour la tuer, pour se rédempter auprès de Baratheon, mais ensuite c'était pour se rédempter tout court avec elle. Mais c'est vrai que oui, c'est vraiment un personnage qui a évolué et qui a la tête sur les épaules, contrairement à sa bosse, quoi. Et heureusement qu'il est là. Et faisant part d'une grande sagesse aussi, lui, il a remarqué, Monsieur Mormont, le froid, le froid vraiment latent, winter is coming, entre sa bosse et Sansa. Et lui, il sait que c'est important que les deux s'entendent bien. Donc du coup, il demande à sa bosse, en requête, / petite faveur, alors que genre c'est à sa bosse qui fait une faveur, mais d'aller parler à Sansa. Et du coup, c'est ce qui enchaîne derrière une discussion franche et amicale entre Sansa et sa future reine, Daenerys. Ouais, girl, tu te chill dans ta salle, ouais. Je viens te voir parce que on m'a dit de te voir pour qu'on se réconcilie, mais je préfère plutôt que je te pose des questions sur le deal qu'on avait, quoi. On devait écorcher Jaime, on devait le buter, ce salaud. Tu vois, tu dois un peu me faire plaisir, parce que je suis un peu ta reine, quoi. Ton frère s'est agenouillé devant moi, et je te dirai pas dans quelles circonstances. Oui, mais le truc qui nous sépare un peu, c'est que j'ai la considération vers les gens. Je sais que Brienne, elle m'est fidèle, donc si elle a de la jugeote, et si elle estime que c'est une bonne idée, eh bien, je fais preuve de maturité, je t'écrirai le mot un jour, et du coup, je suis sa recommandation. Oui, mais... enfin, je veux dire, c'est un peu... le frère de Cersei, girl. Enfin, je veux dire, on peut pas vraiment lui faire confiance. C'est comme Tyrion, tu vois. Tyrion, on peut pas lui faire confiance. C'est un salaud. Oui, alors, encore une fois, suggestion bête et stupide. Tyrion, c'est quelqu'un d'assez respectable et respectueux. J'ai jamais eu de problème avec lui. Donc du coup, faudrait peut-être aussi l'écouter. Oui, mais girl. Enfin, je veux dire, il a cru Cersei, quoi. Il est vraiment idiot, en fait. Oui, mais alors... voilà, girl, je vais te dire, pour reprendre tes mots, tu as cru Cersei aussi. Enfin, c'est toi la reine. C'est toi qui as fait le pacte, quoi. C'est un peu idiot, mais voilà, t'es pas mieux que lui, t'es pas mieux que ton conseiller. Girl, je pense que tu as raison. Tu as soulevé un point. Oublions tout ça et concentrons-nous sur le fait que ma famille a beaucoup souffert quand même, girl. Oui, alors, on va pas en rajouter une couche, hein, mais la mienne a aussi souffert. Hein. Je regarde mes parchemins et je me rends compte que notre famille était dans pas mal de jeux de pouvoir. Donc ma question c'est, il se passe quoi après la guerre? Bah, girl, c'est évident. Après la guerre, je prends le trône de fer, quoi. Enfin, je veux dire, allô, c'est mon trône. Ok, alors, question stupide, je me répète. Après la guerre, il se passe quoi? Girl, je viens de te le dire, le trône de fer. Enfin, l'histoire est finie, girl. Oui, et pour le Nord, il se passe quoi? Et à ce moment-là, un gros clash monumental est interrompu par l'arrivée de Monsieur Greyjoy, qui est revenu au château pour effectivement le défendre et pour Sansa. C'est assez touchant d'ailleurs, parce qu'on voit que les deux, malgré... ils ont grandi ensemble, donc c'était comme des frères. Ensuite, ils sont détestés avec ce qu'a fait Greyjoy. Et ensuite, ils se reviennent ensemble, effectivement, parce que Greyjoy s'est lui-même payé sa rédemption. Il était prêt à mourir pour cela. Et donc, effectivement, c'est assez intéressant de voir ce lien psychologique qui s'est fait entre les deux, quoi. C'est vraiment un frère pour les Stark. Et c'est vraiment le seul... C'est ce qui explique le fait que tu puisses être pardonné, quoi. Il n'y a qu'un frère que tu pardonnes des choses aussi horribles. Et donc effectivement, ça permet de couper cette tension. Le problème,
c'est que dans cet épisode, mais c'est aussi le cas dans Game of Thrones, on a trop tendance à couper des moments de tension comme ça et pas les laisser éclater avec des gens qui arrivent tout le temps de manière random. Et ça devient fatigant. Parce qu'effectivement, pour dire un énième effectivement, c'est pas comme ça que ça se passe dans les relations humaines en règle générale. Oui, mais c'est un monde fantastique quand même. I don't care. C'est juste qu'on aimerait bien qu'une fois de temps en temps, il y ait un truc qui soit résolu, plutôt que ça s'amoncelle et ça explose. Parce que c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans le passé. Et se répéter, c'est pas parce que les gens aimaient ça avant qu'ils continueront d'aimer ça plus tard. Il faut parfois un peu se renouveler aussi. Mais bon, on va pouvoir avancer vers les prochaines séquences, c'est-à-dire les retrouvailles entre Jon Snow et ce qui reste du coup de la garde de nuit. Séquence un peu courte et rigolote d'ailleurs, parce que déjà les mêmes ont déjà tourné, mais Jon, au moment où il s'apprête à faire l'accolade à ses potes, se fait faire une accolade sur le côté par le Wildlings, le tueur d'ogre, le roux dont on parlait la dernière fois, qui effectivement vient lui faire une accolade comme ça. Donc il coupe la trajectoire, c'est un peu drôle, c'était pas prévisible, c'était assez sympathique, et ça permet de faire baisser la tension avec tout ce qu'on a vu, notamment Sansa versus Daenerys, et ça permet de baisser la tension avant le conseil de guerre. On en est donc à 25 minutes dans l'épisode, donc inutile de vous dire que là on sait déjà qu'on verra pas la bataille dans l'épisode, hein, parce que c'est un épisode où on prend son temps, on veut à nouveau montrer la psychologie des personnages, comme depuis le début de la saison et dans pas mal d'autres épisodes de Game of Thrones on aime faire ça. On peut s'attendre déjà qu'il y aura de la psychologie pré-combat, puisque c'est un classique de la littérature, un classique des films, un classique des jeux vidéo. Pour moi, la meilleure séquence avant combat dans tout cela, en fait, c'est d'ailleurs dans Dragon Age Origins, premier du nom, où vraiment on sent qu'il va se passer un truc, on le vit. Et donc là, à mon avis, on va faire la même chose. Toujours est-il que nous revenons au conseil de guerre. Donc on a un conseil de guerre. Donc déjà, ils ont voulu faire des trucs qui sont scéniques et un peu rigolos. Genre montrer tous les carrés pour montrer les ennemis, puisqu'on a une table stratégique. Et déjà, là, il y a plusieurs trucs qui ne vont pas du tout. C'est que sur cette table, on ne voit pas où sont positionnés les deux dragons de manière stratégique. Et de tout le conseil de guerre, on ne va pas donner de rôle aux dragons sur cette bataille. Les actes, les rôles du dragon ne sont pas évoqués. Je ne sais pas, mais moi quand je fais un conseil de guerre, ou quand je joue à des jeux de stratégie genre Total War, Rome 2 pour pas le citer, ou Medieval 2, je veux dire, je sais où sont toutes mes unités et ce qu'elles vont faire. Là, le rôle des dragons n'est pas précisé. Après, c'est comment est-ce qu'on pourrait essayer de gagner un avantage. Donc Jon Snow fait remarquer que si on tue le marcheur blanc, tous les gars qu'ils ont éveillés meurent avec lui définitivement. Enfin définitivement, on remeurt avec lui. Et le type dit bah ouais, du coup il faudrait qu'on puisse pouvoir le séparer. Et là Bran dit bah mettez-moi à côté de l'arbre de l'ancien, je servirai d'appât parce que comme ça le roi des marcheurs il va vouloir venir pour moi parce qu'il m'a marqué et que c'est moi qui m'intéresse, il m'a toujours au corbeau à trois yeux, tu vois. Et les gens sont en mode ah oui, ça fait complètement sens. T'as Greyjoy qui est en mode j'ai pris ce château, pour toi je donnerai la vie et je vais aller te défendre à ce moment-là. Et tout le monde sait ah oui, c'est un plan génial, on va l'attirer de côté, on va le tuer puis on va se sauver la vie comme ça. 2 secondes les gars, 2 secondes. Le mec il a 10 voire 20 fois plus de troupes que vous. Pourquoi est-ce qu'il va prendre un risque pour une personne alors qu'il sait qu'à la fin de la journée il aura cette personne? Il n'a pas besoin de se déplacer, il n'a pas besoin de bouger en fait. Il a juste à envoyer ses troupes et à faire le travail pour lui. Je sais pas, mais enfin, à quel moment est-ce que ce plan-là a l'air cool? Scénaristiquement, là, je comprends pas. À quel moment est-ce que les gens se disent ce plan-là a l'air cool? Alors, est-ce que c'est parce que oui, mais on veut s'assurer que les morts-vivants ne le tuent pas? On sait pas, c'est pas précisé si les gars qui contrôlent, puisqu'ils les a levés, en fait, sont pas capables aussi de ramener juste des gens prisonniers. Parce que le message, par exemple, qu'il a fait passer avec l'autre gamin empalé, ça laisse quand même penser que les gars n'ont pas tué le gamin. Pour continuer dans ce sens aussi, il y a le moment où le dragon a été sorti du lac, celui qui avait été tué. Donc là, on voit clairement que les morts vivants, en fait, peuvent être coordonnés proprement. Donc du coup, ils peuvent aussi être coordonnés pour ramener Bran, sans le tuer. Donc, voilà, ça n'a pas de sens. Hein? Il y a quand même des trucs qui sont... un peu bizarres là-dessus. Après, il y a
Il y a Tyrion qui va à la crypte, donc lui il rage parce qu'il dit attendez, moi les gars, j'ai fait des batailles, j'ai fait des plans, j'ai brûlé une flotte à moi tout seul grâce à mes plans, je me suis fait défigurer le visage parce que je me suis battu. Moi aussi je vais me battre. Et là, premier flash de lucidité de Daenerys, après que 2 personnes lui aient dit qu'effectivement Tyrion est importante. Dit oui, il faut que tu restes à la crypte parce que tout le monde peut se battre, mais des gens comme toi, il n'y en a qu'un seul sur des millions, quoi. Waouh. Enfin, il a fallu qu'on te répète ça sur toutes les formes pour que tu réalises ça. Et encore, je sais pas si elle est vraiment convaincue. Le problème, c'est que j'ai un tel a priori sur le personnage que je pourrais très bien dire qu'elle fait ça pour le punir. Mais bon, là, c'est moi qui suis vraiment trop malveillant. Et après, effectivement, toujours le Wildling, qui est l'élément comique, je pense, de cette saison, qui dit on va tous mourir, et puis qu'ensuite il regarde Brynn, qui est son love interest, en disant au moins on mourra ensemble. C'était plutôt drôle aussi. Mais voilà, le problème de ce conseil de guerre là, c'est que je trouve que la scène, pour avoir vu ça dans des milliers de films, non, j'ai pas vu un millier de films dans ma vie, quoique, mais pour avoir ça dans des centaines de films, dizaines de films on va dire, et des dizaines de jeux vidéo, et lu ça dans des bouquins, effectivement, cette scène de pré-combat, cette scène stratégique est l'une des plus mauvaises que l'on ait vue, quoi. Je veux dire, même le conseil de guerre, ou entre guillemets la réunion de guerre de Mass Effect 3 avant l'attaque de la citadelle est mieux réussie. Alors que pourtant, il y a des incohérences qui sont en mode ouais, vous allez construire une super arme, vous savez qu'il faut telle pièce, mais vous ne savez pas comment vous allez l'enclencher, et on va découvrir ça en plein combat, alors que c'est une technologie d'il y a plus d'1 million d'années. Enfin bref. Mais voilà, pour résumer là, cette scène de guerre, ce conseil de guerre, pour moi, c'était un peu a joke. Toujours dans la séquence, oui, ce sont les réunions psychologiques avant-guerre, c'est pour faire bien, regardez nos histoires d'amour. Donc nous avons la basanée traductrice de la Khaleesi qui se ramène près d'un puits, qui parle à 2 enfants blonds aux yeux bleus. Et alors là, ces 2 enfants ne lui adressent pas la parole, ils se barrent tout de suite. Salaud de raciste! Non, à mon avis, c'est juste que voilà, leurs parents leur ont dit de ne pas parler à des étrangers. Ou alors ils sont vraiment racistes, et je préférais garder cette version-là pour pouvoir dire salaud de raciste. Toujours est-il que son love interest, le chef des Immaculés, se ramène et lui dit voilà, moi j'aime bien ma reine, genre je la sers loyalement, mais quand elle aura repris son trône de fer, en fait, j'ai pas envie de rester à Westeros parce que c'est juste nul. T'aurais pas envie de revoir de la plage, de sable, tout ça, sous les soleils, des tropiques. Et en fait, l'autre dit oui, mais j'aimerais bien retourner chez moi, mais on est un peuple pacifique, quoi, on sait pas se défendre. Le gars qui se ramène en mode badass, un gros coup de pied en pompe, en beauf, mais c'était la phrase stylée à sortir qui dit t'inquiète, mes gens sont pas pacifiques, on va te protéger. Donc voilà, c'était une petite séquence assez intéressante pour développer aussi cet amour-là, mais pareil, c'est gagner du temps et rallonger cet épisode. S'ensuit une énième réunion, alors cette fois-ci c'est entre Sam, Jon et le 3e membre de la garde de nuit qui s'étaient rencontrés effectivement à l'époque. Pour ajouter un énième, effectivement, il faut que j'arrête avec ce mot. Et ce qui est assez drôle, c'est que Jon effectivement va être, que je venais de dire, et qu'effectivement Jon va dire des choses qui sont un peu dures pour Sam. Il va dire oui Sam, il faut que tu ailles dans la crypte pour protéger les civils. Oui, mais je veux dire, moi j'ai quand même tué des marcheurs blancs. Je suis pas non plus le pécor moyen. J'ai réussi à accomplir des trucs. J'ai aussi volé des livres, j'ai soigné des maladies rares. J'ai du skill. Va dans la crypte. Donc voilà, c'était quand même une séquence assez intéressante et se rappeler à nouveau du bon temps. Une fois de plus, comme l'épisode d'avant, c'est on pause et voilà, on va donner de l'épaisseur psychologique pour pleurer au moment où certains personnages partiront. Après, nous passons sur une réunion entre plusieurs personnages. Donc il y a Jaime, Ser Davos, Tyrion, Brynn, le roux, donc tueur d'ogre, et le page de Brynn autour d'un feu. Il se raconte plusieurs choses. Là, on apprend du coup le background du roux, qui est un tueur d'ogre, parce qu'effectivement, pour en rajouter un énième, à 10 ans, il allait tuer un géant, et ensuite il allait baiser sa femme, et au réveil, il
s'est retrouvé à téter le sein de la femme du géant qui venait de tuer. Comment dire, c'est à la fois extrêmement badass d'avoir tué un géant à 10 ans et extrêmement dérangé la suite. Mais on connaît l'origine du personnage et on comprend pourquoi est-ce que le gars n'a peur de rien. Toujours dans l'ambiance avant bataille, nous voyons Arya réutiliser son arc. C'est la première fois à Winterfell depuis longtemps, ce qui nous rappelle le premier épisode de la série. Et là, le bâtard vient lui livrer son arme, donc qui est un bâton qui lui rappelle son entraînement, toujours dans la première saison, quand elle s'entraînait à essayer de manier aiguille. Et le bâtard lui révèle la vérité. Elle commence à le questionner en retirant ses gants, donc pour savoir avec combien de femmes il a couché. Et comment est-ce qu'il sait qu'il est du coup le bâtard. Et ensuite, elle explique qu'elle voudrait connaître l'amour une fois au moins, si jamais elle venait à mourir demain. Et donc, la romance qui était envisageable dans l'épisode précédent se conclut là. À noter que si nous voyons Arya de dos nue un très court instant, nous ne voyons pas de scène de cul, parce qu'il semblerait que dans la tête des créateurs de Game of Thrones, tu fasses une différence entre des prostituées qui n'ont pas de nom et un personnage principal. Voilà. C'est pas non plus absurde d'un autre côté, mais ça fait un 2 poids 2 mesures. Ensuite en vrac, parce qu'il est 6h du matin et qu'il faut accélérer le pas. Donc autour du feu, on avait tous nos protagonistes dans un feel-good moment. Jaime introduit en tant que chevalier Brynn, puisqu'elle avait que le titre de Lady et que seul un chevalier ou un roi peut introduire un autre chevalier. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde tape dans les mains, c'est cool. Ensuite, nous voyons vite fait dans une des cours de Winterfell la petite seigneur, la gamine qui était seigneur de guerre qui s'est déjà battue, se fait rouspiller par Jorah qui lui dit oui mais il faudrait que tu ailles dans la crypte. Et elle dit non mais je sais me battre, je me suis déjà battu, bitch please, tu me l'apprends pas. Et donc du coup elle dit non, je continue à me battre. Elle part en disant portez-vous bien cousin. Donc on apprend effectivement que Jorah normalement était son cousin, pour ceux qui l'auraient oublié. Et ensuite on revient vite fait à nouveau près du feu là avec tout Tyrion et compagnie, et le page se met à chanter une chanson pour tout le monde, ce qui nous amène à l'avant-dernière séquence, celle de Jon Snow et de la crypte, parce que visiblement il faut toujours, comme dans le premier épisode, qu'il y ait un truc sensible à la crypte à la fin de l'épisode et ensuite un cliffhanger sur ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Donc Jon Snow est dans la crypte, devant la statue de sa mère, et à ce moment-là, arrive la Khaleesi. Ouais, my love, c'est la statue de qui, en fait? C'est Dame Lyanna Stark. Ah oui, c'est vrai que j'avais entendu parler de mon frère, qui était quelqu'un vraiment de délicat, qui en fait l'avait violé. Je suis vraiment trop triste pour la famille Stark. C'est vraiment trop dégueulasse qu'il l'ait violé en fait. Mais il l'aimait, il ne l'a jamais violé. Non, mais comment est-ce que tu peux dire ça en fait? Parce que Bran me l'a dit, ils se sont mariés, et effectivement Sam a vu les papiers. Attends, t'es en train de me dire qu'il n'a pas violé, qu'ils se sont mariés, et qu'est-ce que ça implique en fait, hein? Leur enfant a été protégé, puisque Baratheon voulait le tuer, et il a donc été élevé en tant que bâtard par Ned Stark. Ce que t'es en train de me dire, c'est qu'en fait, t'es le seul restant héritier mâle de la famille Targaryen? Oui, c'est ce que je dis. Donc en fait, tu pourrais trop avoir le trône de fer, c'est ça en fait ce que tu me dis. Mais bitch please, on a autre chose à faire. En effet, autre chose à faire, puisque l'épisode se termine sur un plan du cheval des marcheurs blancs qui amènent leur armée devant Winterfell. Alors, petite synthèse sur cet épisode. Une fois de plus, comme le premier épisode, c'est pas un épisode où il va y avoir de l'action dans le sens de la guerre, des morts, du sang, du spectacle, tout ce qui est rigolo. C'est un épisode qui fait venir monter en sauce, en régime la tension et le fait que les marcheurs blancs vont venir, que
qu'on va se refiler, mais on en est à la 8e saison et on a l'habitude de attention, ça va venir, attention, ça va venir. Et en fait, on peut trouver cet épisode un peu long du coup, voire décevant, parce qu'il y a des trucs qu'on n'apprend pas. Si on apprend certaines amours ou qu'on en voit des nouveaux, comme effectivement Arya et le bâtard, pour d'autres, genre la traductrice de la Khaleesi avec le chef des Immaculés, ou même Brynn et Jaime, enfin on n'apprend rien. Et oui, ça fait juste des moments qui font du bien, juste pour nous rappeler, hey, regardez, c'est des moments qui nous font du bien. Mais on sait que voilà, c'était pour agrandir un peu l'épisode. Après, on en revient sur le fait que sur le dernier plan, par exemple, on voit les chevaux des lieutenants du Marcheur Blanc. On voit pas le dragon du Marcheur Blanc. Et là, on en revient à tout le problème de l'hypothèse, parce que le dragon, aucun n'était mis sur la carte, même le dragon du Marcheur Blanc. C'est quoi l'hypothèse? Comment est-ce que tu sais que tu dois te défendre, tu vois, à ce moment-là? Et ça, c'est des trucs qui sont absolument pas exploités. Alors du coup, en essayant de faire des petits pronostics de scénaristes, moi j'aurais tendance à dire que le chef des Marcheurs Blancs n'est pas là avec son dragon, ce qui va leur permettre de gagner avec leur dragon en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Parce que déjà on ne connaît pas la taille de l'armée des morts, et a priori c'est une taille qui est assez grande et qui grandit au fur et à mesure. Et effectivement, pour en rajouter un énième en plus des dialogues de Jon Snow, il a tout intérêt de prendre rapidement le continent. Parce que le plus rapidement il le prend, moins rapidement les gens ont le temps de fuir, notamment vers les îles de Fer ou vers Easteros. Et lui, en fait, ça pourrait être intéressant pour lui d'aller prendre King's Landing. Et alors pour lui, oui et non, mais surtout pour les scénaristes. Parce qu'une victoire à Winterfell permettrait déjà d'éviter que on se retrouve avec Cersei comme héroïne, mais bon, ça, why not. La bataille va pas durer 3 épisodes, tout au plus 2, donc ça suffit que derrière il faut encore meubler pour 4 épisodes. Et une simple bataille avec Cersei, ça vaudrait pas le coup. Mais surtout, le fait de faire là, ça serait une bataille avec Cersei après pour les survivants de Winterfell, mais avec une Cersei qui aurait été tuée et enrôlée dans la garde des Marcheurs Blancs. Et ce qui peut être intéressant, c'est la manière dont elle meurt, parce que dans cet épisode-là, une hypothèse a été émise qu'elle mentirait peut-être même sur son enfant. Mais, on sait qu'elle va mourir, je crois que ça avait été dit par une voyante ou une prédiction, tuée par un frère ou une sœur. Et en fait, la blague, c'est que on ne précise pas de qui. Et en fait, ce pourrait être son enfant qui la tue. Parce que rien ne nous dit que son enfant n'est pas mort-né. Et ça ferait, pour les scénaristes qui aiment choquer les gens, qui aiment toujours nous montrer des trucs plus choquants, plus gore, comme ils l'ont fait plusieurs fois dans Game of Thrones, ça pourrait être intéressant d'avoir une Cersei qui meurt en mode alien, tu vois, tuée par son enfant à l'intérieur. L'autre question aussi, c'est le comportement de la montagne, parce que si Jon Snow a été ressuscité proprement, en étant en mode vivant derrière, la montagne, c'est un mort-vivant. Donc est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il a réellement son âme? Est-ce que c'est pas juste un mort qui fonctionne de manière mécanique, donc le roi des Marcheurs Blancs peut le prendre? Voilà, ce serait intéressant. Et je dis cette hypothèse complètement loufoque et farfelue, parce que si je devais écrire l'histoire, pour pouvoir tenir 8 épisodes, ce serait la plus intéressante, y compris dans le sens choquer et faire plaisir aux gens. Voilà, ce serait ma petite analyse vite fait, bien faite. Je vous remercie tous d'avoir écouté jusque-là, malgré tous les tics verbaux qu'il va falloir que je travaille et que j'élimine. Et je vous souhaite une bonne soirée / bonne journée, et je vous dis à une prochaine fois, donc la semaine prochaine, lundi à peu près à la même heure, pour l'analyse de l'épisode suivant. Merci, bisous, au revoir.